suivante sur RTL TVI. Jupiler, les supporters savent pourquoi. C'est une bande dessinée qui laisse sans voix, au sens propre comme au sens figuré. En pleine actualité à l'approche du 6 juin, elle nous plonge au cœur de la Seconde Guerre mondiale, face à face avec l'auteur de Wotan, Éric Liberge. Bienvenue. Merci à vous de me recevoir. Wotan, chez Dupuis, 3 bandes dessinées rassemblées en un formidable triptyque de quasiment 200 pages. Une bande dessinée imaginée à partir de témoignages et de récits de Liliane et de Pierre, qui sont vos parents. Mes parents. Alors effectivement, le cahier spécial en fin d'album corrobore le récit, mais leurs témoignages n'ont rien à voir. Hein. L'histoire est purement fiction. Ça reste une fiction, mais vos parents ont vécu l'exode, ont vécu l'occupation, ont vécu la libération. Voilà. Et il y a un échange d'ailleurs entre votre père et vous-même dans ce cahier spécial à la fin de l'ouvrage, où vraiment on sent que l'atmosphère que vous recréez dans cette bande dessinée était une atmosphère très proche du réel. Oui, parce qu'ils m'ont toujours évidemment raconté, transmis oralement en fait leur enfance. Hein, ils avaient respectivement 9 et 5 ans en 1939. Donc j'ai toujours baigné dans cette ambiance de récit de la guerre, pas de récit de guerre. Et leur quotidien d'enfant, en fait. Et ça a forcément influencé, disons, mon choix plus tard d'aborder cette période en bande dessinée, de construire un récit de fiction autour de ça et d'y inclure vraiment toutes les atmosphères, je dirais, que mes parents m'ont transmis dans leur vécu. Et on en voit quelques images, justement. Alors, une fiction très réaliste, on l'a dit, surtout aussi quand vous utilisez les actualités cinématographiques de l'époque, la propagande raciale anti-juive, par exemple. Alors, effectivement, il y a une immense richesse qu'on peut retrouver sur Internet pour se documenter là-dessus. Il m'a semblé intéressant de nourrir le récit de ce type de faits, d'événements, parce que ça participe, si vous voulez, à la construction du fanatisme à l'époque. Et faire l'impasse là-dessus, ça aurait été comme ne pas finalement raconter un peu la puissance des médias d'aujourd'hui. Tout à fait. Or, dans un instant. Voilà, l'impact des actualités. En Allemagne, il y avait évidemment Goebbels, hein, qui a aussi construit une espèce de langage moderne autour de la propagande. Tout ça, ça a été extrêmement intéressant à inclure dans le récit. Alors, cette fiction historique suit chronologiquement 3 individus confrontés aux années 39-45 et convergera vers ce personnage de Heinrich Himmler et son fameux institut de renouveau de la culture aryenne. Finalement, pourquoi parler d'Himmler? Alors, on pense toujours à Hitler, évidemment. Mais Himmler a été l'artisan de beaucoup de choses, évidemment, dans la guerre. Hein. Déjà, la construction de la SS, cet institut, Lahnenerbe, toute une espèce de recréation, de réécriture de l'histoire, de création d'une mythologie propre à fonder une nouvelle religion aussi. Alors, l'ordre noir, il appelait ça comme ça. Donc, il m'a semblé tout à fait intéressant d'aborder ce personnage par le biais de la bande dessinée, qu'on ne connaît pas, et qui, finalement, va un peu dans le sens de personnes ordinaires qui font soudain exploser une idéologie tout à fait néfaste et funeste. Comme vous le soulignez il y a un instant, Éric, c'est un formidable miroir de notre époque actuelle, au travers de personnages comme Louison, hein, qui avait l'âge de votre père, finalement, à l'approche de cette Seconde Guerre mondiale. Louison, c'est un jeune garçon amnésique qui se raccroche à des lectures marquantes et qui est en pleine débâcle personnelle. Disons que c'est un enfant perdu, lâché au milieu de la guerre, qui voit la guerre au niveau de la vision d'un enfant de 10 ans. Et j'ai essayé effectivement de me remettre, moi, dans un contexte d'enfance. Comment aurait-on réagi? Cette volonté de survivre, cette volonté de se nourrir, de manger, d'exister, de traverser aussi ce conflit qu'on ne comprend pas. Voilà toutes les questions qui peuvent atteindre l'enfance projetée dans la guerre. Le second personnage important de cet ouvrage, Étienne Murol. Oui. Alors, aussi un personnage très contemporain, jeune artiste, parti étudier à Vienne, et gagné par le fanatisme, par l'intermédiaire d'un ami. Ce qui est un peu le travers que vont traverser les 3 personnages, finalement. Cette tentation du fanatisme, de retrouver refuge dans le camp ennemi, on va dire. Voilà. Alors lui, il est traversé par le fanatisme au travers d'un ami norvégien. On revient à l'actualité. Les fanatismes aujourd'hui au travers de l'islamisme radical, les jeunes qui sont envoyés au djihad en Syrie, c'est un petit peu le même mécanisme,
moderne finalement. Comment arrive-t-on dans cet engrenage de la violence et est-on complètement embrigadé? Vous tirez un lien que j'avais même pas vu moi-même, mais c'est vrai, on est en plein dedans. Et ben, je pense que profondément, l'homme devient peut-être a cette tendance à devenir égoïste ou égocentrique pour sauver sa peau, finalement, rester en vie. Donc, lorsqu'on se recentre sur soi-même, lorsqu'on est en danger, on a d'abord le premier mouvement de vouloir se préserver. Donc, les solutions, même si elles ne sont pas bonnes et qui viennent à nous, on a peut-être éventuellement la faiblesse d'y céder. Ouais. C'est pour ça que je garde toujours un côté assez ambigu sur mes personnages, parce qu'on est tous comme ça, je pense. Un mot sur le troisième personnage principal, Yin-Soo, ex-copine de Étienne Murol, qui est sympathisante communiste d'origine japonaise. Elle travaille au musée du Louvre. Elle a un rôle assez particulier aussi, une fameuse ambiguïté. C'est une photographe, oui, et comme il y avait sûrement beaucoup de Japonais dans les années 20-30, autour de Fujita, tous ces artistes de Montparnasse, j'ai pu effectivement me laisser aller sur un personnage fictionnel comme ça d'une photographe japonaise qui elle aussi va amener un peu le récit vers la guerre du Pacifique en fait. En tout cas ce qui se passe entre le Japon et les autres belligérants. Mais oui, c'est une personne qui risque aussi de basculer en tout cas. Risque de basculer et puis elle est chargée d'une solide mission. Voilà, d'espionner la Nonnerbe et donc le pillage des œuvres d'art orchestrées par les nazis pendant cette période, à côté de ce qu'avait fait Göring. Alors, on évoque bien sûr les personnages, mais voyons maintenant le dessin. Éric Liberge et la forme de cette bande dessinée assez exceptionnelle. Vous y libérez carrément un style graphique très personnel, très riche, des dessins réalistes, on l'a dit, des incrustations réussies de photos, de documents d'époque. C'était important pour vous d'amener ces documents dans le récit. De réinjecter en fait toutes ces sources d'affiches, de chansons, Maurice Chevalier, etc., pour recréer l'ambiance. Pour remettre le lecteur de cette bande dessinée dans l'ambiance de l'époque, dans l'atmosphère plutôt de l'époque. Oui, même certains discours, donc celui de la guerre totale de Goebbels, c'est au début du 3e tome. Justement, je voulais vous en parler de ce discours. On sent chez vous aussi la fascination des lettres. Il y a un moment donné où vraiment sur la forme, les textes prennent énormément de place dans la planche, ont une importance cruciale. Est-ce que vous êtes un amoureux des mots, un amoureux des textes? C'est-à-dire que le récit suit une trame chronologique précise, et là-dessus, il fallait s'appuyer sur des moments clés qui soient effectivement vrais, historiquement vrais. Donc quoi de mieux que des discours, des extraits de journaux, de plans de guerre, etc. Là-dessus, il n'y a aucune fiction, si vous voulez. Donc, tout comme les actualités que vous citiez tout à l'heure, les propagandes anti-juives, on ne peut pas les inventer, il faut même les retranscrire telles qu'elles ont été présentées, parce que c'était tellement énorme que... Voilà, souvent la fiction dépasse la réalité. Alors toujours à propos du fond de Wotan, on va aussi parler du jeu des couleurs que vous imprégnez, des tons bruns, gris, à la façon des anciennes photographies qu'on aime parfois recréer aujourd'hui au travers des nouvelles technologies. Ça aussi, c'est pour remettre le lecteur dans une atmosphère de l'époque. Voilà, et lorsqu'on regarde les premiers films couleurs de la guerre, on se rend compte que ce sont quand même des couleurs un peu désaturées, un peu passées, même si elles ont été renumérisées. Mais ça participe aussi, je pense, dans notre inconscient à l'identification de cette période des années 40, qui crée quelque chose d'un peu suranné auquel, on est tout de suite happé dans, disons, l'ambiance du récit. La scénarisation, le récit, c'est évidemment fondamental en bande dessinée comme au cinéma d'ailleurs. C'est la même démarche. Le découpage, il est assez innovant dans votre bande dessinée Wotan. Il fourmille de détails d'abord, et puis il s'immisce aussi dans les rêves et dans les cauchemars de vos personnages. Oui, la partie de la vie inconsciente pour moi est vraiment importante. On le voit là, sur cette planche notamment, mais il y en a beaucoup d'autres. Voilà. Vous aimez explorer l'inconscient au travers de la plume et du crayon. Oui, c'est fondamental parce qu'il me semble qu'on a quand même un guide à travers nous qui nous réoriente peut-être vers les chemins qu'il faudrait prendre, alors que les trois personnages sont en train de basculer. Les rêves, les intuitions, etc. sont là pour remettre les gens sur éventuellement le bon chemin. Oui, il suffit de s'écouter. Les phylactères, on le voit ici sur cette planche qui change et on s'identifie tout de suite les souvenirs. En tant que lecteur comme étant dans un rêve, dans un cauchemar, dans un souvenir du personnage. C'est extrêmement bien fait au niveau du graphisme. Finalement, cette bande dessinée, c'est aussi une façon réussie de transposer l'état d'esprit des personnages, la peur du personnage, l'angoisse, l'inconscient. La conscience du personnage, oui.
Souvent, je trouve que c'est un peu... quoique les choses changent, mais c'est un peu délaissé en BD, quelquefois, ce discours intérieur comme ça, qu'il y avait aussi chez Dostoïevski avec le double et tout ça. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Wotan, un triptyque remarquable paru, je le rappelle, chez Dupuis. Allez-y, achetez-le, c'est vraiment une très belle manière de revivre cette Seconde Guerre mondiale. Une façon aussi de prouver qu'au même titre que la littérature, que la photographie, la BD peut faire preuve d'histoire et de mémoire. Oui, dans la mesure où nos contemporains, les personnes qui ont vécu cette période vont forcément, évidemment, disparaître. Et la BD risque peut-être d'être témoin de l'histoire maintenant à transmettre. Et, je ne parle pas de souvenirs de mémoire, mais de responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Voilà. C'est ce que votre père dit en fin d'ouvrage dans cette annexe. Il faut toujours poser les bonnes questions aux personnes qui ont vécu les événements au bon moment. Parce que quand elles ne sont plus là, voilà, on ne peut plus les poser. Et Dieu sait si c'est important de transmettre ça aux jeunes générations. Vous avez des projets, hormis Wotan maintenant, qui va, je l'espère pour vous, faire un carton? Alors je reviens en fait chez moi, bientôt, à Bordeaux, en France, parce que vous nous venez de Bordeaux pour nos téléspectateurs belges. Voilà, mais je parlais surtout de ma série principale qui est Mardi Gras décembre. Donc je refais à nouveau un gros album dessus. Là. Chez Dupuis? Chez Dupuis, oui, pour 2016. Eh bien, Éric Liberge, merci mille fois d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité, c'était un grand plaisir. Je vous tends la plume pour signer cet album Wotan que l'un de nos téléspectateurs recevra en écrivant à faf@rtl.be. Et puis, le temps pour moi de rappeler que c'est sorti chez Dupuis et que c'est tout simplement remarquable. Merci mille fois, Éric Liberge. Merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi ce Face à Face. Au revoir. Je suis